Gracchus raconte, présente, Albert Simonin, Grisby hors notre Grisby. Si t'apprécies ceci, cela, abonne-toi, pose un pouce, partage ou laisse un commentaire, tu sais que c'est fort apprécié. Histoire de se rembobiner le métabolisme, que l'émotion, c'est connu, perturbe toujours un chouaille, on méditait avec le gros de se taper un gorgeon tranquille. Au bas de l'escalier, Paul, le cadet des Volphonies, nous a aimablement harponnés. Mon frère voudrait trinquer avec vous. Quelle raison fournir pour se dérober à une invitation aussi courtoise? D'ailleurs, le gros, crevant de soif, acceptait déjà sans même me consulter. Filant le train à Paul, nous longions le bar qui avait pris un aspect normal. Des filles s'y mêlaient maintenant au Jules. À la vivacité des propos qu'échangeaient les hommes, je pouvais deviner que la plupart devaient évoquer quelque épisode exemplaire de la vie du Mexicain, bien propre à donner aux greluches présentes le regret de n'avoir pas connu cet indomptable à l'époque où il les aurait sans coup férir placardés en volière. Semblable à un crapaud épanoui au soleil, Raoul Volfoni nous regardait arriver, dérobant de partout les limites de la chaise qu'il écrasait de sa masse. Sur la table, 4 godets déjà disposés s'embuaient de la fraîcheur du champ que le maître d'hôtel achevait de verser. Merci d'être venu, on a à causer. D'un geste prétentieux que j'appréciais pas davantage que le ton de sa phrase, Raoul nous désignait des chaises. Vous mangez un morceau avec moi? Pierrot, qui donnait dans tous les pièges, m'a pas laissé le temps de refuser. T'as raison, il a fait. On la crève. Il n'y a plus eu d'autres paroles prononcées que celles de Raoul commandant des poulets froids au maître d'hôtel. Voulant à aucun prix l'ouvrir le premier, j'avais pris le parti de m'intéresser au spectacle des clients encore nombreux dans la salle pour l'heure tardive. Ça m'a permis de constater que Paul Vier et ses boys s'incrustaient un peu dans la tôle, et même, au moment où j'ai croisé son regard, que le commissaire s'intéressait beaucoup à notre table. À distance, on devait lui faire l'effet de 4 bons potes buvant le verre d'adieu à la mémoire de l'ami disparu. À distance, je lis bien, parce que de plus près, depuis quelques secondes, depuis que Raoul commençait à bonnir, l'ambiance devenait aigrelette. Dis donc, il avait d'abord demandé à Pierrot, on se connaît depuis combien de temps? Une vingtaine de piges environ, faisait le gros. Est-ce que t'as entendu dire une seule fois depuis cette époque que j'ai tenu un bouic ou seulement que j'ai été associé dans ce genre d'affaires? Il tournait innocent, Pierrot. Pour pas prévoir la vanne qui allait suivre et pour répondre comme il a fait, j'ai jamais rien entendu de pareil. C'était moi qui l'entreprenais maintenant, Volfoni senior. Et toi, Max? Peux-tu prétendre que j'ai au cours de ma vie cassé une seule vitrine de bijoutier, attaqué un encaisseur, cambriolé une banque ou quelque chose de cette sorte? Sa question tenait pas en l'air à ce mec. Tous les hommes de notre génération les connaissaient, ses origines marseillaises. Tout le monde le savait qu'il avait commencé comme piqueur de fût sur les quais de la Joliette avant de monter, avec ses économies de tâcheron du milieu, débuté à Levallois comme bouc dans un bistrot à Crouillat. Le loufia apportant les porcifs m'a permis de suspendre ma réponse. Sûr qu'il avait prospéré depuis 20 piges le Raoul. Mais de le voir installé en smock dans cette tôle, lui qui avait croqué de la polenta aux 3 repas jusqu'à sa première brique en banque, ça prêtait plutôt à rire. Surtout dès qu'on pensait à ses pinceaux, sensible au point de ne pouvoir supporter que la charentaise, et qui était pour lui une perpétuelle pénitence. Le loufia s'étirait. Raoul me gaffait en attendant que je parle, et moi, à la pensée que ce gros sac en smock, chaussé comme mon pipelet à l'heure du courrier, j'avais plus qu'envie de me marrer. Je t'ai causé, Max. Tu pourrais me répondre. Excuse-moi, j'ai fait, mais je vois pas bien où tu veux en venir. Je vais en venir à ceci, que j'ai jamais été embecté de vos spécialités, et je ne vois pas pourquoi maintenant vous tenez à en croquer dans la mienne. Là, le Pierrot commençait à comprendre. Il a avalé tout rond la bouchée de poulet qu'il morganait pour dire aussi sec. Dis donc, Raoul, on vient pas sur ta voie. On ne prend pas un client. On crée pas une partie nouvelle. On reprend 2 parties existantes. 2 parties qui tournent à plein. Depuis plus de 10 piges. Faut pas confondre. Passant d'un rien le diapason auquel était monté Raoul pour envoyer son van, Pierrot venait de balancer sa réplique. Vous allez pas vous disputer, a dit Paul Volfoni. Il y a toujours moyen de s'arranger. Plus diplomate que son frangin, ce mec bonasse me débectait soudain tout autant. S'arranger? À propos de quoi? J'ai demandé. Pierrot a répété, laissant en l'air, piqué sur sa fourchette, le blanc de poulet qu'il s'apprêtait à engloutir. Oui, à propos de quoi? Ces 2 parties, je peux vous les racheter par exemple?
Elles sont pas à vendre. C'était à mon tour de jouer les médiateurs, d'urgence. À la façon du gros de serrer les mâchoires, aux ailes de son pif qui commençait à battre, à son articulation rageuse, pas d'erreur, le rifle gagné. En moins de jouge, les Wolfonies allaient se retrouver emplafonnés. Et ça faisait pas ma balle, avec le Polvier qui, respirant maintenant quelque entourloupe, ne quittait plus notre groupe des yeux. N'insistez pas, j'ai coupé. Ces deux affaires-là, on y tient. Admettez que ça soit d'un point de vue sentimental, en souvenir de Fernand. Vous avez tort. Parce que les flambes, c'est un métier que vous ignorez. C'est pas aussi facile que vous pouvez le croire. Comprenant qu'il n'avait aucune chance de nous convaincre, Raoul a repris un ton bonhomme. Cigarette ? À l'appel de Raoul, la marchande venait vers nous, gironde possible, avec en surplomb de sa corbeille à tabac une surprenante paire de Robert. C'est pas possible, môme, a dit le gros, aimable. C'est un mirage. Ce qui n'a fait rire que lui. La fillette, estimant indigne de pavoiser en l'honneur du malheureux paquet de Gauloises qu'elle venait de fourguer, repartait aussi sec, sans même sourire, roulant des noix qu'elle avait, ce qui ne gâtait rien, fort plaisamment articulées. Cette scène semblait tout à coup atteindre au comble de l'imbécilité. 4 pauvres michetons, voilà de quoi nous devions avoir l'air, attablés parmi les poivreaux à la gueule défaite, gros Pierrot, Paul et moi, sans appétit devant nos carcasses de volaille, sans soif devant notre champ tiédissant, de 3 michetons tristes. Alors que Raoul, se gavant de poulet angelé et de salade, devait figurer le foirailleur glouton classique. Raoul, ton régime, a timidement risqué Paul. Haussant les épaules, le gros Wolfoni, qui devenait écarlate, a repiqué au plat un pilon de volaille, la nappé d'une louche de mayonnaise et est reparti à la tortore. Ça devenait d'une connerie fascinante ce spectacle, et Pierrot, bonne fourchette pourtant, qui lui aussi du coin de l'œil contrôlait le nettoyage par le vide de l'assiette, en restait stupéfait. Il allait se faire péter la panse un jour, ce goinfre. Tant pis. Rompant le silence, l'écœurant Raoul semblait soliloquer, laissait monter à ses lèvres grasses des bribes de pensées semblables à des bulles. Pris soudain d'une gaieté saugrenue, Pierrot, qui vraiment ce soir ne manquait pas une connerie, a répété « Tant pis ». Ce qui a amené Raoul à dire « Oui, vous n'avez pas été raisonnable, on aurait pu s'arranger gentiment. On aurait pu vous éviter bien des déboires. » Paul, qui n'en avait pas casé une jusqu'alors, s'y mettait lui aussi. Vu le ton qu'ils prenaient maintenant, ces deux-là, il fallait qu'on se retire sans tarder, ou alors dans très peu de temps, dès qu'ils allaient se remettre à rouler, leur claquer sévèrement la gueule. « On vous demande d'urgence au bar. » Penché sur moi, le maître d'hôtel m'affranchissait dans un murmure. De son rade, Henri me faisait signe de ralléger Fissa. Sans m'excuser, j'ai foncé. Des mecs viennent de mettre en l'air la partie de la rue de Courcelles. Tu y vas ? Y a du vilain. De leur table, Pierrot et les Wolfoni m'observaient. Je supposais pour des raisons très différentes. J'ai fait signe au gros de rabattre. À mi-voix, Henri proposait, froid comme glace. « Tu veux quelqu'un ? La cabane n'est pas facile à trouver. Je peux te donner Pascal. » Qu'il m'attende dehors, enfouraillé autant que possible. Du bout du comptoir où il avait repris l'embuscade, Paul Vier s'intéressait passionnément à notre conciliabule. Le gros m'a rejoint. Loin de se douter de ce qui nous tombait sur l'alpague, il arrivait tranquille, satisfait, la bouille épanouie. Tu sais ce que te fait dire Raoul ? Si parfois on changeait d'avis, y a qu'à lui téléphoner. C'est pas marrant. T'as raison, j'ai fait en l'entraînant. C'était extrêmement drôle. Seulement pour le moment, on a affaire dans le sérieux. La minceur de Pascal équilibrant la rondeur de Pierrot collée contre moi, on tenait à l'aise tous trois à l'avant de la vedette. Pressé, paumé dans ce brouillard pourri qui maquillait tous les repères, j'y touchais quand même que de la pointe du pied aux champignons. Pierrot, que je venais d'affranchir, ruminé. Pascal, pas causant de nature, s'est contenté de dire « Faire ça, le patron à peine est mort. C'est pas correct. Je m'en vais tous les flinguer, ces tantes. » Réflexe de spécialiste. Quant à moi, essayer d'imaginer la façon dont les Wolfoni nous l'avaient mis dans le baba, tout en faisant gaffe à ce qui pouvait se présenter devant mes phares, suffisait à me rendre muet. Quelque chose boumait pas. J'hallucinais. À deux reprises, sans que Pierrot ni Pascal s'en rendent compte, je venais de sauter sur la pédale de frein, imaginant voir quelque chose se lever devant moi, sortir de l'espèce de paquet de ouates dans lequel je me paumais d'instant en instant davantage.
C'est l'aile avant noire de l'attraction qui m'a d'abord tiré l'œil, surgissant à ma gauche dans le cadre de ma portière, tout près de moi, un peu en contrebas. Puis les perceptions sont devenues simultanées, la lueur de la rafale, son halètement ponctué du tambourin des bastos perçant les tôles de ma tire. Instinctivement, j'avais baissé la tronche, planté la charrette sur la place d'un coup de pinceau solide, passé la marche arrière et reculé de 10 bons mètres, tout feu éteint. À moi! Sans rien dire de plus, Pascal déjà à terre s'écartait, un calibre dans chaque main. Sa silhouette, une seconde entrevue, contre les grilles du chemin de fer de la rue de Rome, s'estompait. Je l'ai situé aux 2 lueurs de ses flingues, puis aux 2 suivantes. Il avait lu les fourraillers de près, autant que le brouillard permettait d'apprécier, parce que la réplique lui a été donnée à pas 3 mètres, en feu d'artifice. Quelques secondes ont passé avant qu'il ne réapparaisse. Par la portière qu'il avait laissée ouverte, il est remonté, disant gentiment « Prends plein gauche, toi de la place, je vais les gâter un peu au passage. » Au ralenti des 8 cylindres, j'ai décollé la tire en première, puis passé la seconde. Penché à la portière, je faisais gaffe à l'arrière d'où pouvait venir à cette heure un camion meurtrier. Assis de 3/4, les avant-bras calés contre la glace, Pascal les pieds, attendant son moment. On y est allé d'un bond. À droite, la silhouette de l'attraction a défilé contre nous. Cette fois, pour la servir, notre tireur est passé tout à coup à la rafale, et sans grand succès, faut le dire, parce qu'elle semblait vide, abandonnée. Contre des hommes en voiture, faut toujours s'occuper des pneus en premier. Ça les démoralise. Le combat à pied de nos jours, c'est pas donné à tout le monde, a dit Pascal comme je m'en faisais la remarque. On y est enfin parvenu rue de Courcelles, sans contrequart. Là, le problème de l'approche s'est posé. Se faire accueillir en musique par une joyeuse équipe de flingueurs, fallait s'en défier, et pas négliger non plus la curiosité que pouvait exciter chez les flics de ronde la carrosserie à jour de ma tire. Dans la mesure où la clarté blême permettait de s'en rendre compte, les tôles paraissaient avoir passablement morflé vers l'avant, au point que le ronronnement régulier du moteur intact m'emplissait de stupéfaction. Placardés à l'angle d'une rue tranquille en compagnie de Pierrot, nous attendions le retour de Pascal, parti éclairer le coup. Depuis qu'on s'était fait seringuer, il décolérait pas, le gros. Que Pascal ait fait courir nos assaillants lui suffisait pas. Il aurait voulu participer lui-même à leur défaite. Étant l'homme d'une autre époque, cette mitraillade par personne interposée lui déplaisait fort. « Dis, Max, il me faisait, de notre temps, tu te souviens d'avoir vu quelqu'un accompagné d'un garde de corps ?» Il disait vrai. Je ne me souvenais de rien de semblable et je me trouvais bien de son avis. J'ai tenté d'expliquer. C'est plus pareil. Avant, les affaires étaient moins compliquées. Moins importantes aussi. N'empêche qu'on ne devrait jamais sortir sans son juge de paix. Sous la clarté du jour grandissante malgré la brume tenace, je pouvais, à sa moue contractée, juger de l'irritation de mon pote. Il en était à la période d'incubation de sa colère. Sous peu, il allait passer à celle des menaces qui n'étaient jamais chez lui des propos en l'air. « Je vais attraper la mort », il arnaudait, oubliant qu'il avait, d'un petit rien, frôlé de façon précise quelques minutes plus tôt. Le fait est qu'en veston dans ce brouillard glacial, il devenait difficile de s'attarder. Sans que le moindre bruit ait signalé son approche, la silhouette de Pascal a surgi. Ça a l'air tranquille. Heureux de se réchauffer, on lui a filé le train, et pour éviter de se faire crevaresse au poteau, nous nous sommes farcis à pince les 7 étages, évitant l'ascenseur qui, dans un immeuble que vous ne connaissez pas, est un des pièges les plus perfides. Du camp Picot, Henri avait dû annoncer notre visite. Au premier coup de sonnette, le Judas le cuivre de la porte s'est démasqué. À l'intérieur, on devait scruter nos frimes. Pour mieux se faire reconnaître, Pascal a pris un mètre de recul, disant « C'est moi !» Puis, la porte s'étant ouverte, un grand mec sympathique s'est présenté pour nous accueillir. Il a ajouté, ne compliquant rien, comme d'habitude « Fred, voilà les nouveaux tauliers. » Je l'ai vu ensuite se tirer vers ce qui devait être la cuisine, à la fois pour s'en jeter un, et aussi sans doute pour bien marquer qu'il savait se tenir en place. Suivant notre marinade dans la brume, l'entrée dans ce tripot procurait une sensation paradisiaque. J'avais bien imaginé que le Mexicain n'avait pas été installé une roulette dans un gatelas, mais aussi rupin et confortable, je pouvais pas supposer. Ce qui frappait en entrant, c'était une espèce de parfum délicat qu'on devait chaque soir vaporiser partout et que les tapisseries des murailles qui en étaient imprégnées restituaient à la chaleur douce de radiateurs invisibles. J'ai d'ailleurs pas eu le temps de m'attarder à ce détail. Fred nous emmenait vers son bureau. « Le vieux féfé est mal en point », il nous a prévenus. C'était pas du char, il exagérait rien. Le bibard qu'on nous montrait, allongé dans le bureau sur un divan de cuir.
semblait aiguiller rapido sur une clinique s'il en était encore temps, avant d'avaler son extrait de naissance. Le gros, auquel comme moi suffisait une agonie par jour comme spectacle, a demandé « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» C'est lui le caissier. Quand les braqueurs sont entrés dans son cagibi, il a bondi et repoussé la porte du coffre. Les autres, mauvais, l'ont assaisonné à coups de crosse. L'oseille est toujours dans le coffre? L'oseille y était toujours, et on se demandait si c'était un bien, vu que ce commando de fumier, plutôt que de repartir chou blanc, avait transformé l'opération Grisby en opération quincaillerie, et proprement essoré la clientèle de ses diams et de sa joncaille. C'est un coup à griller la partie à jamais, se désolait Fred. J'ai bien pris à tous leurs noms et leurs adresses, en affirmant qu'ils seraient indemnisés. Mais si on n'y parvient pas, il va sûrement y avoir des courants d'air à la poule avant 48 heures. Comment ils sont entrés? A demandé le gros. En client, vers 1 heure du matin. Ils étaient 3, amenés par une nommée Florence, une rabatteuse d'ici. On en connaissait déjà un qui venait depuis une semaine, on s'est pas méfié. Que ces mecs se soient trouvés à pied d'œuvre ne me surprenait pas. Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, j'avais beau me casser le chou, c'était comment les Wolfoni, s'il s'agissait bien d'eux, s'y étaient pris pour faire passer l'ordre de déclencher la mise en l'air seulement lorsqu'ils avaient été certains qu'on leur céderait pas les tripots. Ne sachant plus qu'imaginer, j'ai demandé à Fred. « T'es sûr de ton personnel ?»« Absolument. Y en a pas un qui soit ici depuis moins de 5 piges. Ils gagnent tous largement leur steak. Et en plus, aucun n'est capable de turbiner autrement qu'en clandé. Ils sont tous interdits dans les casinos et dans les cercles. » « Et tu dis que c'est une gonzesse qui les a amenés, ces malfrats. Elle est en cheville avec ?»« Je sais pas. Ils l'ont détroussée comme les autres. Vous me direz que ça peut être pour la coupure. Mais elle, je l'ai pas laissée se tirer. Vous voulez la voir ?» Si cette môme était de mèche avec les assaillants, elle avait tort de s'attarder dans le rabat. Avec le physique qu'elle baladait, mieux valait qu'elle tourne comédienne parce que l'ignorance, elle la jouait supérieurement, et le trac mieux encore, sans compter leur gré de sa broche et de sa bague, qu'elle prétendait valoir pas loin de la brique, les deux. Même le gros commençait à s'y laisser prendre à son jeu, et s'il parlait encore de lui tarter le béni au cas où elle l'ouvrirait pas, c'était uniquement sous le coup de la mauvaise humeur, sans conviction, et pour la forme. Je ne savais plus que croire ni que faire. Que cette gonzesse sache rien sur ces mecs qu'elle prétendait avoir connus l'un par l'autre et le premier dans un bar me semblait dur à encaisser. Pourtant, plus je la détaillais, et moins je lui trouvais un genre à se lier si facilement. Le téléphone s'est mis à tinter. Fred a décroché, puis l'a tendu à l'écouteur. Henri vous demande. Henri Jacques Théba, du bar sans doute, puisque les bribes de musique me parvenaient. Beaucoup plus distincts que sa voix. Parle plus fort, j'ai demandé. Je peux pas. Il s'est appliqué. Faut que tu passes à la péniche. Il s'y passe un drôle de turbin, on m'avertit à la seconde. Y a du riff aussi dans ce coin-là? Quelqu'un discret, un poulet peut-être, devait s'approcher à portée d'oreille. À tout à l'heure, poupée. Je t'embrasse. J'ai entendu pour finir. Puis le déclic sec de la communication interrompue qui m'a fait l'effet du signal d'un starter donnant le départ d'une course aux conneries. Comme je raccrochais, on a frappé à la porte du bureau. Fred est allé ouvrir à Pascal, que précédait une bonne odeur de kawa. Il nous l'amenait, ce précieux mec, avec ce qu'il avait pu dégaucher de comestibles à l'office. Mais c'était des nourritures d'oisifs, des lichettes de pain grillé, de la confiture et du beurre. À pas faire mon blot, ni celui du gros qui a commandé. T'as pas un bout de saucisson, plutôt? Fred a dit non. Le gros s'est mis à faire la gueule, ce que j'aimais pas. À ce stade, j'en avais fait l'expérience, il devenait absolument bon à nible, Pierrot. Sauf dans la mêlée où, pour se détendre les nerfs, il n'avait pas son pareil dans le maniement du tabouret à deux mains. Seulement, fallait pas lui demander de subtilité dans ces moments. Uniquement du carnage. J'ai regardé ma toquante. Elle marquait 5h30. Je devais riper si je voulais encore utiliser ma charrette pour arriver à la péniche sans m'être fait stopper en route. Seule l'aile et la portière gauche avaient dérouillé. 9 trous, pas trop scandaleux, répartis sur 1,50 m, agrémentaient la carrosserie de façon presque discrète. Les patrouilles d'hirondelles n'avaient aucune chance de remarquer ces dégâts lorsque je les doublerais. Pour Féfé, qu'est-ce qu'on fait? Fred avait raison, là était l'urgence, et ça me semblait parfaitement le turbin dont Pierrot pouvait encore s'acquitter. Occupe-t'en, gros, j'ai dit, sans qu'il moufte. Restait la môme Florence qui, pas timide, s'était auto-versé une tasse de café, qu'elle dégustait en silence. Assise dans un fauteuil, les jambes croisées assez haut pour mettre en valeur le galbe fuselé de la cuisse et du jacot, elle donnait simplement l'impression d'avoir adopté la position la plus confortable, et pas du tout comme ça se serait immanquablement produit pour d'autres filles, celle d'amorcer une campagne publicitaire pour sa boîte à ouvrage.
Je l'ai gaffé bien en face, cherchant son regard qu'elle n'a pas dérobé. C'est truand que tu nous as amenés, ont ton adresse? Non, mon téléphone seulement. Pour les vicieux pareils, c'est tout comme, j'ai fait. Pierrot, tu vas amener madame dormir chez toi, je te la confie. Le gros a eu le temps de dire ni oui ni non, et pas davantage la môme celui de protester. Déjà je me cassais, Pascal sur mes talons. Sur cette péniche, on n'enquillait pas aussi facilement que dans un moulin. Le mataf préposé à la réception de la clientèle a mis un bout de temps à apparaître, puis un bon moment encore lui a été nécessaire avant qu'il reconnaisse la voix de Pascal. À la distance d'amarrage, et dans le brouillard qui formait sur le fleuve et les berges une nappe compacte, nos silhouettes devaient tout juste se deviner. Le crissement des poulies nous a guidés vers la passerelle qui descendait lentement, presque invisible. Sachant pas au juste ce qui se passait sur ce rafio, Pascal avait refait prendre l'air à ses flingues et passé le premier. « Rentre ça, c'est pas encore le moment !» a dit un gonze qui devait se méfier des méprises. À lui aussi, quand j'ai été assez près, Pascal a annoncé en me montrant « Un des nouveaux tauliers. » Tandis qu'on dégringolait les 4 marches qui du pont débouchaient dans une cabine meublée en burlingue, la poulie de la passerelle que le marin remontait s'est remise à grincer. Ici je me trouvais moins dépaysé que rue de Courcelles, étant donné que le premier Jules que j'apercevais, c'était Tomate, un pote d'enfance. On s'est regardé un petit moment sous le coup de la surprise avant de tomber dans les bras l'un de l'autre. « Qu'est-ce que tu maquilles ici ?» j'ai demandé. Il se marrait encore plus fort, Tomate, tourné vers Pascal. « Elle est belle celle-là. Tu m'annonces mon nouveau taulier et il sait même pas qui est le gérant de son affaire. » « Je savais pas, mais je suis content que ce soit toi, » j'ai affirmé. « Qu'est-ce qui boume pas ?» Me tirant par la manche, Tomate m'a amené jusqu'à une porte, ornée d'un hublot rond, par lequel on pouvait mater ce qui se passait dans le salon, beaucoup plus vaste qu'on aurait pu l'imaginer. Pour l'instant, la partie était levée pour refaire le sabot, et les flambeurs, hommes et femmes, tournaient en rond, se dégourdissaient les cannes tandis que le croupier brassait lentement ses cartes en salade, face au banquier qui, lui, n'avait pas quitté son fauteuil. « On a un petit sursis » a soupiré Tomate. « Antoine va bien prendre 5 minutes pour monter son sabot. » En effet, ce croupier me paraissait pas pressé de reprendre la partie. « On pomme du pognon pendant ce temps-là » j'ai fait observer. « On en gagne au contraire. Ou plutôt, on en mange moins. Depuis une demi-heure environ, on est en train de se faire caver de première, à la cadence où ça partait tout à l'heure. Si on fait encore une taille, c'est une soirée à coûter 10 briques à la cabane. Tiens, c'est ces 3 mecs qui jactent ensemble au bar. Celui qui prend son verre en ce moment surtout. Et les autres ne font que couvrir son turbin. Qu'est-ce qu'il a fait au juste comme singerie? Avec ses 2 équipiers qui le collent de près pour pas qu'on l'approche, pendant la partie, y a pas mèche pour le voir. Ce qui est certain, c'est qu'il arrête pas d'abattre des 8 et des 9, 3 coups sur 4, et qu'il a des paluches larges comme des éventails, comme les ont généralement les empalmeurs. De si loin, je le voyais pas très distinctement, notre balanceur de 9 de campagne. Mais il pouvait tromper son monde facilement, je trouvais. Ayant pas l'air plus vicieux qu'un autre qui aurait été représentant ou agent d'assurance. Tomate a repris. Pour le moment, ça nous a coûté environ 2 briques. Mais on peut répondre de rien. Ce monsieur n'a qu'à partir de 200 sacs et nous refiler 6 coups dans la pipe. Tu vois où ça va? Dans ma tronche, le calcul se faisait tout seul, la mise se doublant automatiquement. 400 sacs, 800 sacs, 1,6 million, 3,2 millions, 6,4 millions. Une drôle de tranche qu'il était capable de nous couper, ces zigues. Et on ne peut pas lever la partie? J'ai demandé. Tomate pensait pas. Ce fiat qui gagnait contre la banque, c'était selon lui, auprès des autres flambeurs, une excellente publicité pour la maison. Seulement, fallait maintenant pas laisser les choses aller trop loin et surtout, Tomate était formel. Éviter le scandale qui effarouche pour longtemps le cave craintif. À la table, comme à regret, Antoine le croupier commençait à rassembler les cartes en petits paquets. Au bar, notre vicelard a reculé de quelques pas vers une porte, envoyant une vanne à ses potes qui ont fait oui de la tête. « J'ai compris !» Je ne savais pas ce que Tomate avait pu comprendre, mais il se tirait comme s'il avait eu le feu aux miches. Le temps avec Pascal de sauter jusqu'au hublot de la Lourde qu'il venait de franchir, et il avait déjà fait du chemin, mon pote, dans ce couloir qui devait longer toute la péniche. Brusquement, une porte l'a escamoté. « C'est rien que les chiottes », a dit Pascal derrière moi. Du bout du couloir, notre truand venait d'apparaître. Ignorant qu'on le matait, il s'avançait sans hâte, vers les gogues lui aussi. Les trouver occupés a paru lui déplaire. Tomate est ressorti assez vite, lui cédant la place aimablement, et puis, dès la porte refermée sur le gonze, se doutant qu'on l'observait, il nous a d'un signe demandé de rappliquer.
Je me suis pas gouré. Il venait recharger ses manchettes, mordait ce que j'ai trouvé, planqué sous le papier à derche. De sa poche, Tomate a sorti un mince paquet de brèmes qu'il dépliait en éventail. Rouge ou noir, carreau, trèfle, cœur ou pique, il y avait que des neufs. Si bas que Tomate ait parlé, l'autre avait dû l'entendre, à moins que l'instinct, magnétiquement, il n'ait deviné notre présence. Toujours est-il qu'il ressortait plus. Ça m'a permis de demander. Ce pognon qu'il nous a pris, il l'a sur lui? Possible qu'il l'ait. Possible aussi qu'il l'ait refilé à ses potes. À chaque fois qu'il s'est trouvé avec 500 sacs de plaques devant lui, il les a fait changer en billets. Ton bureau ferme à clé? Oui. Bon, j'ai décidé. Dès que celui-là sort, je l'emmène dans le burlingue et je m'occupe de lui. Pascal et toi veillez à ce que ses potes ne me dérangent pas. D'une clé claire au bras, je l'avais tout de suite rendu docile, notre petit futé. Maintenant, ayant aidé au démarrage, de quelques coups de botte dans les chevilles, je le propulsais à bon train vers le bureau. C'est seulement pour passer la porte qu'il a commencé à faire des façons, mais son caprice n'a pas duré plus que le temps nécessaire à lui désarticuler un brin d'épaule. Un ligament a craqué et on s'est retrouvés d'accord. Tout de même, parce que j'avais l'intention d'opérer tranquille, j'ai un peu accéléré le mouvement à l'arrivée, de façon à lui faire amortir nos poids conjugués contre la cloison avec son pif. Et je lui ai refilé un petit coup de plat de main derrière les oreilles qui l'a endormi. C'était pas méchanceté, mais uniquement mesure de sécurité, et en réponse à la ruade qu'il venait de se permettre au moment où je relâchais ma prise. Sur le tapis du bureau, le mec bougeait pas, allongé comme s'il se trouvait là pour piquer une bonne ronflette. Me sentant pas encore de taille à le prendre sérieusement en main, j'ai été voir une seconde ce qui se passait dans la salle de jeu. Le sabot se trouvait de nouveau devant le banquier et les flambeurs, qui avaient récupéré leur place, commençaient à ponter. Au bar, les deux associés de l'empalmeur finissaient leur golet, et commentant sans doute l'absence prolongée de leurs potes, discutaient. Pascal ni Tomate n'étaient en vue. De les imaginer guettant ces deux tordus comme je le faisais moi-même, ça m'a rembiné. Je suis revenu à mon bébé dormeur et ai profité de son anesthésie passagère pour le vaguer un peu. Je trouvais tout dans ses fouilles. Il devait être gâté des dames à en juger par la profusion d'accessoires pour gigole-pince qui encombraient ses poches, ou bien alors, en d'autres temps, il avait dû baluchonner la vitrine d'un magasin spécialisé dans le calot pour monsieur. Portefeuille, porte-clés, pince à billets, fume-cigarette, stylo, trousse de toilette, briquet, étui à cigarette, pince à cravate. Il y en avait sûrement pour une bonne livre, et pardon, le tout croco et jonc. En revanche, de l'artiche qu'il nous avait piqué, je découvrais pas un pion. Les deux briques, c'étaient ses potes qui devaient les détenir. Fallait aviser sans retard. Trouvant pas autour de moi ce que je cherchais, j'ai improvisé. Et c'est avec sa propre cravate et sa ceinture que j'ai amarré les paluches et les pinceaux de ce connard, dont le sommeil me semblait subitement un peu trop prolongé pour être honnête. Manque de vitesse dans l'exécution, ça semblait être ma tare en cette fin de nuit, bien excusable vu ma fatigue. Les deux malfrats, j'ai tout juste pu les entrevoir au travers du hublot alors que je débouclais la porte. Fonçant vite vers l'escalier avec à 2 mètres dans leur rein, Pascal, ses pétoires en main et qui avait, il faut en convenir, la mine un peu rassurante. Tomate suivait. C'est juste lui que j'ai pu quiller au passage. Les laissez pas partir, c'est eux qui ont notre pognon, j'ai prévenu. Attends Pascal, attends je te dis. Tomate avait pris le galop avec, hélas, 10 bons mètres de retard dans la vue. Et lorsqu'on s'est trouvé sur le pont, englué dans cette purée dégueulasse qui semblait s'être encore épaissie, et avait pris maintenant une odeur sulfureuse, la silhouette de Pascal s'estompait, assez loin déjà. « Attends, Pascal, je te dis d'attendre !» Tomate avait beau donner de la voix, Pascal continuait, assez vite apparemment pour qu'on ne parvienne pas à regagner sur lui. Devant, les deux tordus devaient trotter sec. Déjà nous avions parcouru la longueur de la péniche, tourné à l'étrave, et longions l'autre bordée. Il pouvait durer éternellement ce carrousel, et l'envie me prenait de me planter sur place pour attendre et stopper les deux coureurs au passage. La perspective de me trouver dans l'axe de tir des pétoires de Pascal m'y a fait renoncer. Je pouvais lui apparaître à l'instant même où, le réflexe jouant, il se déciderait à flinguer à vue. Les rapides sur la gâchette, j'avais appris à me défier de leur performance. J'essayais de repartir plus vite quand j'ai entendu le bruit. Un choc mou, au ras de l'eau sur ma gauche, puis un cri, puis un autre choc, et encore 2 voix qui appelaient, mais que le brouillard a presque instantanément étouffé, au point que lorsque, à quelques pas de là, je me suis heurté à Tomate et Pascal immobiles, j'aurais aussi bien pu croire les avoir imaginés, ces cris. Sorti du brouillard, le mataf tirait déjà à plein bras sur ses cordages, et la passerelle remontant en geignant commençait à se silhouetter à la verticale. Riant doucement, Pascal remettait ses flingues à sa ceinture.
Ils ne connaissaient même pas la droite et la gauche, ces caves. Il a fait. On n'avait plus rien à foutre sur ce pont. En bas, notre client nous attendait. J'ai fait demi-tour. Seulement à l'aplomb de la passerelle, je ne trouvais plus l'escalier. Voyant que je me gourais, Pascal m'a affranchi gentiment. L'entrée se trouvait de l'autre côté. Cette passerelle-là, c'est une passerelle à trappe. Elle ne donne pas sur la berge, mais juste au-dessus de la baille. Une passerelle de secours, quoi. On ne la baisse que dans les grandes occasions. C'était Gracchus raconte, lisant du Simonin. Grisby, hors notre Grisby. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Ciao!